On va parler maintenant de contrat. Sur un système de chauffage collectif, je vais parler principalement, parce que sur le chauffage individuel, on a assez peu d'impact. On est plutôt sur des bonnes pratiques en termes de conso qu'on va voir après. Le point sur le système de chauffage collectif, c'est qu'il y a un contrat qui va être de deux types. Soit on est sur un contrat d'entretien, soit sur un contrat d'exploitation, donc avec une conduite de l'installation. Dans tous les cas, ce que vous avez en termes de contrat va forcément fortement impacter le potentiel, on va dire, d'économie en termes de kilowattheure, une fois de plus, de maîtrise en termes de kilowattheure, de ce qui va être possible sur une copropriété. Tous les contrats aujourd'hui, ou majorité, on va dire, des contrats, sont des contrats d'exploitation. Donc il faut s'en assurer, mais c'est important à rappeler. Le principe étant de dire à l'exploitant, il a une obligation de résultat sur l'atteinte notamment d'une cible de consommation et une température de confort dans les logements. Donc c'est la différence entre entretien et exploitation. Pour cela, il faut définir un certain nombre de critères et de clauses qui doivent être dans les contrats, qui doivent être à l'avantage évidemment de la copropriété et de l'occupant, plutôt qu'à l'avantage du prestataire. Le but, c'est pas que le prestataire fasse de l'argent avec le contrat. Et des clauses aujourd'hui bien rédigées et suivies correctement amènent en moyenne 12% d'économie sur les consommations. Alors comment on s'y prend pour aller traiter les principaux points qui, sur un contrat d'entretien ou d'exploitation, vont impacter? Le premier, c'est la clause d'intéressement. Donc la clause d'intéressement, pour rappel, c'est je fixe un objectif de consommation et quand je vais être sur une amélioration de cette cible, je partage l'économie générée avec le prestataire. Donc le prestataire a intérêt à faire en sorte que l'exploitation soit mieux gérée puisqu'il va récupérer une partie de l'argent, ce qui est évidemment très intéressant. À l'inverse, on va pouvoir avoir également si j'avais un dépassement de cette cible, je vais avoir une charge qui va être soit partagée, soit justement remise à la charge de l'exploitant qui n'a pas su ou pas pu tenir la cible de consommation. Pour que ces clauses d'intéressement, elles soient intéressantes, justement, pour la copropriété, il faut les définir. Ça veut dire qu'il faut définir une cible. Évidemment, si je définis la cible de manière arbitraire, voire mal calibrée, la cible, elle peut être trop facile à atteindre. Si la cible est trop facile à atteindre, le prestataire est certain, sans jouer le jeu, d'avoir atteint sa cible, et il récupère une partie de l'économie générée, mais qui est une fausse économie. Donc il faut correctement calibrer la consommation cible vis-à-vis de l'installation et de l'immeuble. Et bien entendu, tout ça ne doit pas se faire au détriment des températures de consigne et du confort en copropriété. C'est-à-dire que si l'exploitant vous doit au titre du contrat 19 degrés, il est hors de question que lui fasse en sorte de fermer le robinet pour obtenir une baisse de consommation, mais en ayant une température en logement qui soit par exemple de 17. Ça ne fonctionne pas, ou en tout cas, c'est non conforme à dire au fonctionnement de la clause contractuelle. Donc c'est ces éléments-là dont il faut s'assurer. Il y a également la possibilité de travailler sur les pénalités. C'est-à-dire que là, on va encadrer les dérives potentielles sur les contrats. C'est-à-dire qu'est-ce qui peut impacter la consommation et que les dérives de consommation ou de maintenance soient clairement indiquées dans le contrat pour que le prestataire soit incité à bien faire le travail, au mieux en tout cas de ce qu'il est possible, et que dans le cas où ce travail n'est pas fait correctement, il soit financièrement pénalisé de façon à ce que la copropriété soit, entre guillemets, dédommagée en partie. Donc c'est vraiment cette notion de qualité de conduite d'installation qui doit être jugée. Alors, il y a également ce qu'on appelle la clause de transparence. C'est valable notamment sur la partie P3. Donc le P3, c'est la garantie des pièces, ce qu'on appelle garantie totale. C'est au titre d'un compte P3, la copropriété paye une redevance qui vient alimenter un compte P3 et c'est ce compte P3 qui sert au remplacement des pièces, le prestataire venant piocher donc dans son compte pour changer des pièces. La transparence, ça signifie de donner vraiment à la copropriété qu'est-ce qui a été réalisé, combien on l'a payé, combien on l'a acheté, combien on l'a donc facturé. Et est-ce que ça aura un impact ou pas? Donc très clairement, si j'ai une pompe
une pompe qui est vétuste, elle est ancienne, elle tombe en panne, on la remplace, on prend au titre du compte P3. Ce qu'il faut s'assurer, c'est qu'elle soit correctement remplacée. C'est-à-dire qu'effectivement, on dit on l'a remplacée et elle est remplacée en chaufferie. 2, on ne facture pas au titre du compte P3 2 ou 3 fois le prix de cette pompe, parce qu'évidemment, sinon, je vais aller beaucoup plus vite à utiliser mon compte P3, ce qui va artificiellement faire baisser ce qui reste en potentiel d'utilisation financière. Et il faut s'assurer également qu'on ait mis un matériel de la meilleure, entre guillemets, qualité possible. Sinon, ça vaut rien. On peut essayer de tirer les coûts et d'avoir du matériel qui casse toutes les 4 minutes et qu'on remplace au titre du P3. Et donc, très clairement, c'est cette transparence qui permet de maîtriser le budget de remplacement des pièces. Il n'est évidemment pas non plus quotidien, mais il n'est pas rare de voir des pièces prévues au remplacement au titre du P3 qui ne le sont pas dans la durée du contrat. Alors, la clause de répartition. Donc, le but, c'est de répartir sur le poste chauffage les dépenses supplémentaires en fin de contrat. Donc, c'est-à-dire, une fois que j'ai mon fameux fonds, notamment mon P3 par exemple, qui va être utilisé, il n'est pas utilisé à 100%. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent qui n'est pas utilisé? Voilà, très clairement, il faut mettre en place un objectif de remplacement de pièces pour l'optimisation de la conduite de l'installation. Et en même temps, il ne faut pas non plus inciter à juste dépenser pour dépenser. Et le but, c'est d'écrire très clairement ce que l'on va faire des fonds qui ne sont pas utilisés. Est-ce qu'on les investit? On les réinvestit dans du matériel complémentaire à la suite, sur proposition du prestataire. Est-ce qu'ils sont récupérés et redonnés à la copropriété? Voilà, ces éléments-là sont importants parce que si ce n'est pas défini, une fois de plus, on ne sait pas forcément ce qu'on va en faire, on ne sait pas comment optimiser au mieux notre installation. Et puis enfin, donc, il y a des clauses autour de l'évolution du matériel, c'est-à-dire que dans le cadre de l'évolution technique et technologique qui est fait par l'ensemble des fabricants, vous pouvez avoir des changements technologiques qui vont être intéressants à prendre en compte dans le cadre d'un remplacement, de façon à avoir à minima la performance du précédent matériel, mais surtout de pouvoir évoluer vers du matériel plus performant. Typiquement, on parlait de chaudière, remplacer une chaudière gaz par une autre chaudière gaz, sans parler d'une gaz à condensation, c'est totalement aberrant. Sans parler non plus du risque de dire je remplace à l'identique une 300 kW par une 300 kW, sans se poser la question de l'éventuel surdimensionnement de l'installation. Bref, tous ces éléments-là sont faits pour que un prestataire exploitant se pose la question au moment où il y a remplacement de matériel, de façon à faire en sorte qu'on aille vers quelque chose de plus optimal et donc de baisser la consommation. Et qu'il lui-même, il y voit un intérêt, ou qu'il contractuellement, il soit contraint de donner l'intérêt à un matériel plus performant pour la copropriété.